je crois. Et puis en rentrant en France, chacune, nous avons créé notre entreprise et je pense que c'est un bon exemple aujourd'hui de vous présenter en fait cette masterclass parce que cette masterclass, c'est la fusion de deux entreprises et de deux passionnés de l'Australie surtout. C'est par là qu'il faut commencer. Donc moi, j'ai créé les personnes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes que je connaissais dans les participants, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'échanger plus en détail, donc je vais me représenter rapidement. Donc je m'appelle Manon, je suis originaire de Dunkerque, mais j'ai vécu 3 ans en Australie, principalement à Sydney et puis aussi à Melbourne. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé l'Australie, donc j'y suis allée 2 fois en fait. J'ai fait 2 PVT, ce qu'on appelle Working Holiday Visa. Je vais vous en parler juste après. Et puis, j'ai fait aussi un visa étudiant. Donc, j'ai repris un peu des études de marketing et de communication. Et j'ai aussi fait un visa touriste pour pouvoir voyager un petit peu et découvrir le pays qui est l'Australie. Ensuite, j'ai dû rentrer donc en France en mai 2019 et finalement, ben, c'était comme une évidence pour moi de créer ma structure pour aider les personnes qui voulaient partir en Australie pour travailler, voyager ou faire des études. Et donc en octobre 2019, peu de temps en fait après mon retour, j'ai créé Manostralia. Donc Manostralia, au début, c'était moi toute seule, c'était une petite structure. Et puis bah, finalement, ça a bien pris, j'ai eu pas mal de demandes, donc j'ai embauché des salariés. Et donc là, dans quelques semaines, on sera 3 dans l'équipe, donc ça reste quand même une petite équipe. Et pour moi, c'est cool parce que je veux vraiment qu'on puisse garder en fait ce rapport humain et puis être rapide pour répondre à vos attentes et à vos messages sur toutes les plateformes. Et pas que vous soyez que un numéro, en fait, je veux vraiment avoir un échange individuel et personnalisé avec tout le monde et puis pouvoir vous accompagner dans vos démarches, que ce soit des démarches d'éducation, enfin pour les études ou alors pour le travail. Et je vais vous expliquer après comment je peux vous aider dans le travail en Australie. Voilà pour la petite présentation. Je te laisse te présenter, Top, Aurélia. Manon. Oui, effectivement, moi, je suis ravie aussi d'être là et ça fait drôle parce qu'effectivement, on s'est connus toutes les deux sur Sydney. Et on a créé des entreprises, alors pas dans les mêmes domaines d'activité, puisque toi, tu accompagnes, c'est vrai, les personnes sur le côté aussi visa, vie, travail. Et puis, moi, j'ai créé ma société il y a maintenant un peu plus de 3 ans, en tant qu'indépendante aussi. Au départ, sur du recrutement, puisque je suis recruteuse de base. J'ai 6 ans d'expérience professionnelle dans des cabinets de recrutement en France. Et j'ai 4 années d'expérience professionnelle aussi sur du coaching d'étudiants dans un career center d'une école de commerce. J'avais 10 ans d'expérience quand j'ai décidé, moi, de partir en Australie, donc un peu plus tardivement, mais comme quoi on peut faire des choix aussi à n'importe quel moment de sa vie et de sa carrière. J'avais vraiment envie d'une expérience à l'international et ma boîte m'avait envoyée en Australie pour un mois. J'ai adoré tellement que j'ai tout quitté pour repartir et j'y suis restée. J'étais partie pour y rester quelques mois et finalement, j'y suis restée presque 2 ans. Des fois, on ne voit pas le temps passer, on n'a pas forcément un projet clair au départ et puis les choses se décantent assez vite. Moi, j'ai monté ma structure un peu plus tard. Au départ, j'étais en Australie et j'ai fait plutôt des jobs saisonniers. J'ai adoré aussi bosser dans d'autres choses que mon domaine parce que je trouve que c'est une super expérience pour peaufiner son anglais et puis pour comprendre un peu comment marche le travail en Australie. Et par réseau et notamment par LinkedIn, j'ai fait énormément de rencontres. Donc, je suis contente de vous partager aujourd'hui mes petits tips aussi pour faire des rencontres sympas en Australie via LinkedIn. Et je me suis montée en indépendante avec une Française, justement, qui était là-bas depuis plus de 10 ans, qui avait un cabinet de recrutement et qui m'a appris énormément sur le marché australien. C'était beaucoup plus facile que de démarrer, évidemment, tout seul en Australie. J'ai fait du coaching, du recrutement principalement de software engineers, donc d'ingénieurs européens pour aller s'installer dans des startups australiennes. Voilà, donc ça, c'était mon premier job en Australie et ça m'a redonné envie quand je suis rentrée en France de continuer sur de l'aide aussi d'étudiants, du coaching. Et aujourd'hui, je suis sur tous les volets emploi, coaching international et en France, du CV, la lettre de motivation, du personal branding. Voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment parler de LinkedIn et on va essayer de vous montrer aussi pas mal de démos. Moi, j'aime bien aussi montrer en direct l'outil et montrer comment vous allez pouvoir vous développer un LinkedIn attractif vis-à-vis des recruteurs en Australie et comment vous pouvez, quand on démarre de rien, faire du réseau. Puisque c'est un outil qui va vous permettre de faire du réseau peut-être dans d'autres, avec des personnes dans lesquelles vous travaillez en France sur votre domaine d'activité. Donc, c'est ça aussi le but, qu'on puisse vous montrer pas mal d'astuces là-dessus. Super. Bah, écoute, très belle présentation. Je vais partager du coup mon écran Ouais. juste ici.
Est-ce que vous voyez le PDF? Yes. Top. Parfait. Ouais, on voit ça. Ok, ça marche. Bah, écoutez, on commence. Bon, bah, c'était la petite intro qu'on vient de vous faire, là, la masterclass. Donc, le but, bien évidemment, comment gérer ta carrière professionnelle en Australie grâce à LinkedIn. Et je peux vous assurer que, franchement, il y a plein de choses qu'elle m'a appris, Aurélia, et elle m'a appris cet après-midi, parce qu'on a fait une petite répète pour pas trop bugger. Bon, alors, ça va bien sûr arriver, hein, soyez indulgents. Mais franchement, c'est ouf. Moi, personnellement, je pense que j'aurais besoin de coaching parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Donc, on vous a mis notre petite carte de visite si vous voulez nous retrouver sur LinkedIn, puisque c'est le but. Donc, mon nom de famille, c'est Madi. Donc, Manon Madi, et vous allez retrouver un peu mon parcours avant l'Australie et puis en Australie, parce que j'ai aussi fait des petits jobs saisonniers. Et à droite, donc, vous avez le profil d'Aurélia. Aurélia Grino, voilà. Ouais, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon, on pourra vous envoyer la presse ou Ouais. on mettra le replay sur YouTube. Donc, si vous vous souvenez plus de notre nom et prénom, vous allez pouvoir le retrouver si vous voulez qu'on se suive. Mais c'est le but, hein, surtout rajoutez-nous parce que on doit faire du réseau et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je suis très contente d'avoir gardé contact avec toi, Aurélia, parce que la preuve, aujourd'hui, on a pu créer cette synergie et puis organiser une masterclass qui est sympa, vous verrez. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer en fait à prendre la parole. Moi, ce sera beaucoup plus court qu'Aurélia. Mais si vous avez besoin qu'on rentre dans le détail, surtout n'hésitez pas à me contacter. On pourra se caler un call, c'est gratuit, c'est sans engagement. On échangera sur vos projets avec plaisir parce que, bon, là, je vais vraiment vous faire une présentation générale, mais on doit rentrer dans le détail si vous souhaitez partir en Australie. Alors, on va faire un zoom sur les visas de travail en Australie. Alors, bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Il y a vraiment beaucoup plus de visas que ça, mais je vous ai mis les visas les plus connus en fait pour pouvoir partir. Donc, le Working Holiday Visa, WHV, qui se dit PVT en français, Programme Vacances Travail. C'est en fait, je pense, le visa qui est le plus facile d'obtention, qui est également le mieux pour pouvoir partir, en tout cas avoir une première expérience de l'Australie, puisque c'est un visa qui est donné aux personnes qui ont entre 18 et 35 ans si vous êtes français, pardon, et 18 à 31 ans si vous êtes belge. Après, par rapport au visa Working Holiday, vous pouvez travailler à temps plein, il n'y a aucune restriction d'heures en fait, de travail. Vous pouvez faire des études, mais ce n'est pas un visa étudiant. Donc, il y a une limitation. Vous pouvez étudier maximum 16 semaines sur un Working Holiday Visa. Donc, en général, les personnes qui prennent le WHV font des cours d'anglais qui, franchement, bon, moi, j'ai commencé par des cours d'anglais quand je suis arrivée en Australie. Je ne sais pas, toi, Aurélia? Ouais, moi, j'ai fait un student au départ parce que le Working Holiday, il est passé à 35 ans. Hein, c'est ça pour les Français. Oui, et à l'époque, je suis passée où c'était jusqu'aux 30 ans et j'avais 31. Donc, j'ai fait 1 an de student. Donc, j'ai fait des bonnes études en anglais. J'ai bien perfectionné mon anglais. Tu pourras témoigner juste après. Moi aussi, personnellement, j'ai commencé par les cours d'anglais. J'avais un bon niveau, je ne vais pas vous mentir, mais quand on arrive sur place, bon, déjà, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'accent australien, c'est quelque chose. Et puis, c'est surtout qu'il faut se remettre à niveau parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et puis c'est super important. On est quand même les Français assez à la traîne sur l'anglais. Et malheureusement, on a pas mal de compétitions quand on arrive en Australie parce que c'est un pays qui regroupe en fait des voyageurs du monde entier et qui ont un anglais beaucoup mieux que le nôtre. Et donc, forcément, quand on recherche du travail, si l'anglais de quelqu'un d'autre est meilleur que le vôtre, il risque de prendre l'autre voyageur. Donc, voilà. Le Working Holiday Visa coûte aujourd'hui 495 $ australiens. Je n'ai pas la conversion, mais ça fait à peu près 320 €, quelque chose comme ça. Au niveau du visa étudiant, donc c'est le visa par lequel Aurélia est arrivée en Australie. Moi, j'ai fait aussi un visa étudiant, mais après mon Working Holiday Visa. Le visa étudiant coûte 620 $ australiens. Il est un peu plus cher, c'est vrai, que le Working Holiday. Par contre, bien évidemment, c'est un visa qui est focus sur les études en Australie. Et donc, le but, c'est que vous fassiez des études. Donc, il y a tout un process, et je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a tout un process par lequel il faut passer. Et donc, moi, je suis en fait conseillère d'éducation qualifiée, c'est-à-dire que j'ai passé une certification australienne pour me permettre de donner des conseils
aux étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, ma clientèle, ce sont 50% d'étudiants français, mais j'ai aussi pas mal d'étudiants belges, anglais, irlandais, néerlandais et allemands, étonnamment. Donc voilà, il y a vraiment, c'est de toutes les nationalités. Il faut absolument que vous soyez assuré, donc il vous faut une assurance santé étudiante pour partir en Australie. Et puis, il vous faut une inscription dans une école. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les études en Australie, contactez-moi et on en parlera. En fait, nos services en tant qu'agent d'éducation sont gratuits parce que nous sommes rémunérés par les écoles et les universités. Donc, vous n'avez aucun frais caché, aucun frais supplémentaire. Donc, vous avez tout intérêt à passer par un agent d'éducation parce qu'en fait, on s'occupe de toute la démarche pour vous, la démarche d'inscription. Et puis, je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de paperasse administrative quand on veut faire des études en Australie. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas. Pour Ensuite, avoir fait la démarche et être passée par un agent, j'étais bien contente parce qu'effectivement, le dossier, il est hyper long et complexe, donc ça aide beaucoup aussi. Alors, attends, j'ai 2 questions, Manon, pour toi. Une question de Lionel. Quand on est en couple, marié, pour ma part, est-il possible de prendre 2 visas différents? bien sûr, oui, oui, oui. De visa étudiant ou c'était par rapport au PVT, la question, Lionel? Si tu peux nous Non, répondre. c'est surtout par rapport à la question étudiant, parce qu'en fait, c'est le nombre d'heures de travail qu'on peut faire en tant qu'étudiant qui poserait problème pour nous, en fait. Alors, ça dépend des études que tu fais, mais tu peux mettre en fait ta femme sur ton visa. Si par exemple, donc si vous avez tous les deux un projet d'études, vous pouvez tout à fait prendre 2 visas séparés. Admettons, toi, tu veux étudier le marketing et elle veut étudier le yoga. Bien Bah sûr. oui, forcément, il vous faut 2 visas séparés. Par contre, si l'un de vous deux ne veut pas étudier, il est possible de venir rattacher le partenaire à ta demande de visa sans problème. Mais elle sera aussi limitée à 20 heures, c'est non? Elle est limitée à 20 heures, ouais. Alors, si par exemple, c'est toi qui fais des études, tu es limité à 20 heures par semaine. Par contre, quand tu es en vacances scolaires, tu peux travailler à temps plein. En revanche, elle est malheureusement limitée à 20 heures tout le temps, que ce soit pendant les cours ou que tu sois en vacances scolaires. Sauf si tu étudies un master. Quand tu étudies un master, le partenaire a le droit à des droits de travail à temps plein. Il n'y a D'accord. aucune restriction pour un master. Ok, merci. Je vous en prie. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le visa étudiant, Manon? Non, pas du tout. Bah, là, je suis en train de faire une demande de visa étudiant pour une dame Elle m'a dit qu'elle avait 52 ans. Donc, elle va étudier l'anglais. Son fils est déjà en Australie et en fait, elle va le rejoindre. Je trouve ça trop beau. Ah, c'est super comme histoire, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, non, il n'y a pas. En fait, tant qu'il faudra rédiger une lettre de motivation et tant que la lettre de motivation, elle est carrée et que c'est légitime, en fait, qu'il y a un projet, en fait, derrière, il n'y aura aucun problème. OK, donc ça répond aussi à la suite parce que la suite était, Adrienne qui demandait: «Est-ce qu'il y a des limites sur les études que nous pouvons faire sur place? Et est-ce qu'on doit être inscrit dans une université en France en plus de l'université australienne?» Non, pas du tout. Vous Ouais. devez pas être inscrite dans une université en France en plus d'une université australienne. Non. Et la question juste avant, c'était est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a limites des limites? Ouais. Non, il n'y a pas. Enfin, oui et non. Alors, par exemple, là, ce matin, il y a une dame qui m'a contactée. Elle voudrait faire des études avec les enfants qui ont des difficultés, un peu des enfants qui ont des difficultés soit pour entendre, soit pour parler, etc. Ça n'existe pas pour les étudiants internationaux. Donc, malheureusement, autant travailler avec les enfants, oui, il y a une formation de childcare, ça s'appelle. Par contre, l'aspect en fait qu'elle veut faire, ça n'existe pas. Donc, oui, il y a des limites, mais ça reste quand même très rare. Franchement, sur les formations assez générales, vous pouvez étudier le business, le marketing, la communication, le fitness, yoga, l'environnement, je ne sais pas. Franchement, vraiment, pratiquement tout. Ouais, tu peux te Voilà, faire plaisir. tout à fait. Alors, je continue parce que bon, ça fait quand même déjà ça Ouais. fait des petits bouts de temps qu'on est ensemble. Pour le postgraduate visa. Alors, le postgraduate visa, c'est un visa qui vous est donné à la fin de vos études. C'est spécial en fait parce que c'est pas toutes les études ne donnent pas accès au postgraduate visa. Il faut que vous étudiez en fait des études qui sont sur une liste. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant, on échangera en privé. Mais certaines études donnent accès à un postgraduate visa et en fait c'est un visa qui vous est donné automatiquement dès que vous avez fini vos études et qui vous permet de rester 2 ans en Australie à la fin de vos études. Donc vous pouvez travailler à temps plein. Juste à titre
pour pas que vous quittiez la Réunion sans rien. Par exemple, des études de marketing ne donnent pas accès au postgraduate visa, sauf si vous faites un bachelor de marketing ou un master de marketing. Par contre, si vous faites une formation diplômante en 2 ans de mécanicien automobile, oui, ça c'est un métier qui est recherché en Australie et du coup, vous êtes éligible au postgraduate visa. Par contre, le postgraduate visa et le sponsorship visa, qui est le 4e point qu'on va aborder, pour monter ce dossier, moi, je ne peux pas m'en occuper parce que je ne suis pas agent d'immigration, je suis agent d'éducation, donc études. Les agents d'immigration, eux, ils ont un diplôme encore plus poussé. Je crois même qu'ils ont étudié le droit en Australie. Enfin, ils ont une certification qui est complètement différente de la mienne et qui, eux, ont légalement le droit de vous accompagner sur un projet d'immigration. Je passe au 4e point, donc le sponsorship visa. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un visa qui, en fait, vous permet d'être employé par une entreprise. Donc, si vous trouvez une entreprise australienne qui veut vous embaucher, parfois, c'est pas à coup sûr, mais parfois, ils peuvent vous proposer un sponsorship visa. Et donc, souvent, le parcours que des gens que je connais, c'est qu'ils vont en Australie avec un working holiday visa. Et pendant leur working holiday visa, ils trouvent en fait une entreprise qui les veut, qui veut les garder. Et du coup, cette entreprise leur propose un sponsorship. Parfois, le sponsorship peut amener à la résidence permanente. Parfois, non. Mais là, c'est pareil, il faut qu'on en discute ensemble de façon plus individuelle parce que c'est trop compliqué. Et je vous mettrai en contact avec un agent d'immigration si vous avez des questions sur le postgraduate et sur le sponsorship visa. Ouais, et je sais qu'il y a effectivement des entreprises qui utilisent aussi le Working Holiday comme une sorte de période d'essai et qui après sponsorisent. Il faut évidemment que ça soit dans une liste de métiers et ça, et on pourrait en parler dans notre live parce que c'est hyper compliqué. Mais ils prennent souvent le Working Holiday. Si vous ne l'avez pas utilisé, c'est quand même une super occasion de faire une première intégration dans l'entreprise 6 mois et après ils sponsorisent. Ils demandent toujours si c'est possible parce que ça leur permet aussi d'assurer et de vous tester sur place sur du long terme. En plus, il y a quelque chose de super important que j'ai oublié de vous préciser sur le Working Holiday Visa. Donc, le premier, c'est que vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur pendant ce visa. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué parce que vous bossez 6 mois avec un employeur. En fait, il y a comme une relation de couple, ça se passe très, très bien et vous avez envie de continuer, sauf que le visa ne vous le permet pas. Donc, là, il faut passer sur un autre visa. Et la question du sponsorship se pose. Donc, le sponsorship, en général, il est quand même… Vous en tant que candidat, vous n'avez pas Normalement, vous ne devez pas payer ce visa. C'est votre employeur qui doit le financer. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas sponsoriser parce que je crois qu'il y a des critères du style un certain chiffre d'affaires, un certain nombre d'employés, etc. Donc, voilà. J'ai une autre question, Manon, juste de Lorenzo. Est-ce qu'actuellement, avec la situation sanitaire, on peut faire un stage étudiant en ingénierie de 6 mois avec un Working Holiday Visa? Oui, tout à fait. Les frontières ont réouvert le 15 décembre 2021. Enfin, on n'en pouvait plus. Et du coup, oui, tu peux demander, Lorenzo, un Working Holiday Visa. Donc, pour demander le Working Holiday Visa, c'est très simple. Vous devez aller sur le site du gouvernement alors je ne sais plus le nom, je peux vous l'écrire, mais sinon, sur Google, si vous tapez IMI Account, donc IMMI plus loin Account, ACCOUNT, vous allez trouver le site officiel parce qu'attention, il y a des personnes qui se font avoir en plus, qui tapent demander Working Holiday Visa sur Google et après, ils tombent en fait sur des faux sites internet qui leur demandent de payer en plus que le visa en fait. Donc ça, c'est pas normal. Donc allez bien sur le site officiel du gouvernement. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai rédigé un article sur mon site internet, sur mon blog. Donc mon site, c'est www.manaustralia.fr. Et vous allez fouiller un petit peu, vous allez trouver en fait la page qui parle du Working Holiday. Et je vous ai mis le site officiel pour pas que vous vous plantiez. Voilà. Alors, je passe à la suite. Je pensais que j'avais retiré cette phrase, mais non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on va parler du marché du travail en Australie. No English, no job. C'est vrai, c'est moins vrai, en fait. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est que certaines personnes me disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas partir en Australie, je ne parle pas l'anglais, ça va être trop compliqué, laisse tomber. » Et en fait, non, c'est pas il faut pas raisonner comme ça. Justement, vous partez à l'étranger pour pouvoir apprendre l'anglais, pour pouvoir sortir de votre zone de confort.
et pour pouvoir voilà, rencontrer et vivre une nouvelle expérience. Et je peux vous assurer que j'ai rencontré plein de personnes qui ne savaient pas du tout parler anglais. Et au bout d'un an, alors ils ne sont pas forcément bilingues, sauf s'ils ont pris des cours d'anglais dans des écoles australiennes. Mais même ceux qui n'ont pas pris de cours d'anglais, franchement, il y a un bon un niveau qui est complètement différent. Encore une fois, il ne faut pas rester qu'avec des Français. On a tendance, et tu me diras si je me trompe, Aurélia, mais parfois on se dit ah, c'est bon, on est à l'autre bout du monde, on va rester un peu dans notre zone de confort, on va rencontrer des Français. Et donc, on va se mettre sur des groupes Facebook, style les Français en Australie, les Français à Sydney, les Français à Brisbane. Et du coup, vous allez rencontrer un Français qui va vous présenter un autre Français. Et rester qu'avec des Français, ça ne va pas vous faire améliorer. Vous n'allez pas vous améliorer en anglais finalement. Donc, c'est dommage. Après, bien évidemment, c'est cool d'avoir des potes français. C'est sûr parce qu'on se refile des bons tuyaux et tout ça. Mais pensez surtout que vous avez qu'un an. Un an, ça passe très, très vite. Alors, un an renouvelable. Parce que pendant votre working holiday, je parle d'ailleurs du working, vous pouvez le renouveler à condition que vous travaillez 88 jours dans une ferme. Donc, ça s'appelle les travaux régionaux. Donc, voilà, il est renouvelable sous condition, mais malgré tout, ça passe très vite votre temps en Australie. Donc, pensez à améliorer votre anglais. Si vous avez besoin d'informations sur les écoles d'anglais, c'est ce que j'ai mis sur la slide. J'ai des partenariats avec pratiquement toutes les écoles d'anglais en Australie et pratiquement d'ailleurs toutes les écoles tout court. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux vous envoyer une brochure ou deux, enfin voilà, des devis, etc. Il n'y a pas de souci. Tu avais pris combien de temps, toi, tu m'as dit, de cours d'anglais, Aurélien? Et moi, j'ai fait 1 an de student avec des cours d'anglais. Donc, pendant 1 an, j'ai fait que des cours d'anglais. Et en parallèle, j'ai bossé dans la restauration et j'ai commencé mon activité freelance à la moitié ou aux 3/4 de mon student à peu près. D'accord, ok. Ouais, donc ça m'a quand même permis de progresser. Je suis d'accord avec toi sur complètement l'expérience aussi. Rien que les colocs aussi, hein, c'est vrai que c'est facile d'avoir des colocs entre Français. Moi, j'avais fait le choix de vivre avec une Australienne et hormis les cours, c'est vraiment ça qui a boosté. C'est que voilà, le soir, tu es aussi obligé du moment. Et puis, c'est peut-être plus dur au départ, mais c'est clairement un sacré avantage parce que tu peux malheureusement rester aussi qu'entre Français. Et j'en connais qui sont restés 1 ou 2 ans et qui ne parlent pas non plus, Heureusement, qui n'ont pas boosté. Donc, ouais, c'est super important. je suis d'accord. Ouais, non, c'est clair. Alors ensuite, on va vous parler je vais vous parler du coup du TFN et de l'ABN. Le TFN, c'est le Tax File Number. C'est un numéro fiscal qui vous est attribué à vie finalement. Il est gratuit. Vous pouvez faire la demande sur le site, également le site officiel du gouvernement. C'est ce numéro qui va vous permettre de travailler en Australie. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas travailler. Donc, dès que vous avez un job, il faudra communiquer ce numéro de TFN à votre employeur. Et lui, ça lui permettra en fait dans ses papiers de vous, comment dire, rattacher tout ce qui est impôts, etc. Parce qu'en Australie, c'est comme en France maintenant, c'est prélevé à la source. Donc le TFN, il est impératif. C'est gratuit, je pense, je ne sais plus si je l'ai mentionné, c'est gratuit. Vous le recevez par courrier dans votre boîte aux lettres en Australie. Donc attention à bien mentionner une boîte postale australienne dans laquelle vous allez pouvoir aller relever votre courrier. L'ABN. Alors, l'ABN, c'est plutôt pour les auto-entrepreneurs, en fait. Le ABN, ça veut dire Australian Business Number. C'est le complément du TFN. Donc, premièrement, on fait la demande de TFN. Et deuxièmement, si on a envie d'être à son compte, on doit faire une demande d'ABN. C'est pareil, c'est gratuit, ça se fait également en ligne. Vous le recevez par boîte postale sous 28 jours à peu près. Maximum 28 jours. En général, ça prend 15 jours, mais maximum 28 jours. Et là, du coup, c'est à vous, finalement, de déclarer vos impôts. Donc, vous serez votre propre patron. Moi, j'ai dû faire une demande d'ABN parce qu'à l'époque, je distribuais des flyers sur Sydney. Et en fait, la boîte qui m'embauchait pour distribuer les flyers m'avait demandé si je pouvais lui fournir un numéro d'ABN. Donc, voilà, j'avais fait ça. Et finalement, je l'ai gardé. Aujourd'hui, il me sert encore puisque je travaille avec toutes les écoles australiennes. Donc, je leur communique mon numéro d'ABN. Ensuite, certains métiers nécessitent que vous ayez une certification professionnelle spécifique. Le RSA, c'est le Responsible Service of Alcohol. C'est un certificat qui est obligatoire si vous souhaitez travailler dans l'hôtellerie-restauration, enfin le secteur qui s'appelle Hospitality. Donc voilà, hôtel, restaurant, bar, enfin tous les établissements qui vendent de l'alcool vous demanderont d'avoir le RSA. Donc, c'est une journée que vous passez à l'école. Franchement, c'est assez facile. Ouais, c'est assez facile. Tu l'as passé, toi, ton RSA?
Ouais, j'en ai deux. J'en ai un dans le New South Wales et un dans le Queensland parce que quand j'ai changé de région, il faut passer un nouveau RSA. Oui, Et le deuxième, je l'ai passé à distance. Par contre, j'avais le droit de le passer. C'est des cours à distance. Donc, d'accord. ouais, avec un formateur qui t'appelait quand même pour vérifier des mises en situation. Il était un peu plus compliqué dans le Queensland, mais bon, ça se fait. Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, il y a un RSA par État. Et ça, c'est un petit peu chiant quand même, parce que moi, je vous avoue que j'ai passé mon RSA à Melbourne, mais je ne savais pas que c'était pas le même quand tu allais à Sydney. Et donc, je l'ai passé, et genre, une semaine, je crois que c'était une semaine ou 10 jours après, je partais à Sydney. Et moi, je me pointe avec mon RSA pour chercher du boulot, et en fait, il n'y a personne qui l'a accepté. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire et j'ai pas travaillé dans l'hospitality. Je me suis dit, oh non, putain, flemme. Alors, attends, j'ai plein de questions. J'ai oublié de te les mettre. Alors, il y a une question juste, est-ce qu'on peut faire un master en communication en Australie si on est diplômé dans ce domaine en France? Oui, Ouais. Et est-ce qu'on peut, du coup, avoir un postgraduate visa ensuite? oui. Ok, donc c'est possible. Et après, j'ai deux questions sur la vaccination, le sujet d'actualité en ce moment. Est-ce que, il faut un schéma vaccinal complet, du coup, pour l'Australie? Est-ce que le schéma de Covid plus un vaccin, c'est accepté sur le territoire? Est-ce que tu le sais, ça? Oui, il faut un schéma vaccinal complet, 2 doses. Et c'est quoi Covid plus quoi? Deux Covid plus un vaccin pour Lorenzo. Pauvre poisse. Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Je vais me renseigner, mais là, comme ça, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je ne sais pas. Ouais, ok, ok, parce que ça change pas mal aussi. Et Et, oui. et est-ce que tu as une idée du coût du RSA, justement? Oui, alors il était alors dans le New South Wales, mais ça doit être à peu près le même tarif. Il était à 55 $. Ok, donc ce qui fait 30 euros, c'est ça à peu près? Je me Ouais, souviens plus exactement, ouais, mais ouais. Ok, c'est bon, merci. je vous en prie. Alors, au niveau du taux horaire, bon, je vais devoir vous donner le taux horaire 2022 prochainement, mais bon, ça va pas être une grosse différence. Donc, le SMIC horaire, il est quand même de 20 $ 33 centimes en Australie. Enfin, il était en 2021. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Je vous avoue que. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, bon, bah, la vie, elle est plus chère en Australie. Oui, bien évidemment, la vie est plus chère. Mais c'est relatif puisqu'on gagne aussi beaucoup mieux sa vie en Australie. Il y a des semaines où je sais que des personnes qui travaillent notamment dans la construction, ils peuvent se faire du 2000, ouais, du 2000 $ la semaine, quoi, sans problème. Sans problème. Moi, ça m'a toujours fait halluciner. Et d'ailleurs, justement, je vous parle de construction, mais je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la White Card que j'ai mentionnée juste au-dessus. La White Card, c'est aussi une certification professionnelle qui est spécifique au domaine de la construction en Australie. Donc, si vous voulez bosser dans la construction, il faut que vous passiez la White Card. Il y a même la Blue Card, la Yellow Card. Enfin, bon, après, c'est encore un autre truc. Mais ça reste dans le domaine de la construction. C'est obligatoire, pas le choix. Alors, les salaires sont souvent versés à la semaine. Ça, j'ai trouvé ça trop bien en Australie. C'était archi pratique parce que vous payez votre loyer À la à la semaine. semaine et du coup, ouais, et donc du coup, les salaires sont versés à la semaine. Après, ça dépend du job que vous faites. Si vous avez un métier, je dirais, plus. Si c'est des jobs saisonniers du style serveur ou serveuse dans un restaurant ou babysitter, etc., là, c'est à la semaine. Par contre, si vous avez un job un peu plus sérieux de travail en bureau, là, c'est toutes les 2 semaines en général. Les métiers demandés, donc ce sont souvent des métiers qui sont ce qu'on appelle des trades, trade avec l'anglais. Donc c'est voilà les électriciens, les chaudronniers, pardon, les mécaniciens, bien évidemment la santé aussi, surtout en ce moment, ils en ont énormément besoin. Le service à la personne, travailler dans les mines. Oh, travailler dans les mines, alors là, c'est le pompon, c'est un truc de malade. Travailler dans des fermes solaires aussi. L'éducation, si vous êtes professeur. Enfin voilà, tout ce que je vous ai cité là, ce sont des métiers qui sont archi demandés en Australie et pour lesquels vous n'aurez aucun problème à trouver du travail. Et ce que je vous disais juste tout à l'heure, en fait, la possibilité d'étudier en Australie vous permettra donc d'obtenir un visa étudiant suivi éventuellement d'un post-graduate visa. Et le post-graduate visa, il est automatiquement attribué pour toutes les personnes qui font des études supérieures, donc bachelor et ou master. Je pense que j'ai fini pour moi. Alors juste voilà, pour vous préciser un petit peu les services que je propose.
En quoi puis-je vous aider? Donc, pour la partie visa étudiant, pour la partie études en Australie, mes services sont gratuits puisqu'on est, comme je vous disais, rémunéré par les écoles et les universités. Donc, je vous accompagnerai vraiment dans tout le processus de A à Z. La première étape, c'est qu'on prenne rendez-vous par téléphone et que vous m'expliquiez un peu votre projet, la ville dans laquelle vous voulez étudier, etc. Et moi, en fonction de ça, je vous donnerai mes conseils, je vous ferai un petit mail avec des propositions d'école et puis en fonction de ce qui vous plaît le plus, on démarre le process. Donc, je vous aide vraiment sans problème gratuitement. Ensuite, pour les personnes qui veulent faire un Working Holiday Visa, là, bah, à part vous aider à faire la demande de visa, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter? Et donc, je me suis basée sur ma propre expérience et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'avais besoin quand je suis partie la première fois en Australie? Et donc, j'ai donc créé des packs. Alors, j'ai mis celui qui était le pack avec les cours d'anglais, mais il y a d'autres packs moins chers, notamment le pack aventurier qui est à 399, qui contient différents services. Donc, par exemple, je vous envoie avant de partir votre carte SIM à la maison avec 5 $ de crédit dessus, chargé. Je vous ouvre votre compte bancaire, comme ça, quand vous arrivez, vous avez déjà un compte bancaire ouvert. Il y a une navette qui peut venir vous récupérer à l'aéroport et vous déposer à votre auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, je la réserve pour vous aussi. Enfin voilà, plein de services que vous pouvez checker sur mon site internet. Je peux vous traduire des documents si vous avez besoin. Je peux vous faire votre demande de TFN si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la paperasse. Je peux vous faire votre CV en anglais qui est relu par un anglophone. Donc voilà, plein de services. Je vous invite à checker mon site internet www.manaustralia.fr et puis surtout contactez-moi. Bon, je pense que vous avez mon adresse mail puisque vous êtes là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà, je pense que moi j'ai terminé. Juste, j'avais une question en termes de renouvellement Working Holiday. Est-ce que 88 jours peuvent se faire seulement en ferme dans les regional areas ou est-ce qu'il y a des jobs qui peuvent se faire plus proches des villes ou dans les villes? Non, ce sera en regional areas. Et en plus de ça, il y a même des fois, tu peux te dire, ah, ça c'est bon, c'est loin de la ville, c'est genre à 2 heures de la ville, c'est considéré comme regional areas. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment en fonction du code postal de la ville. Il y a un site qui te permet de checker si ton employeur fait partie, enfin en tout cas si son siège social fait partie du code postal qui fait partie de la liste. Donc à checker, parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont passé genre 88 jours dans une ferme en se disant c'est bon, c'est du régional, ça va passer, je vais pouvoir renouveler mon working holiday. Et au final, c'était pas considéré comme du régional et donc ils avaient la haine quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et une autre question de Lionel, est-ce qu'il est possible de passer un master sans même en avoir le niveau? Pour ma part, j'ai un bac+2 en informatique. Non, du coup, tu vas devoir faire ce qu'ils appellent une foundation course. C'est une formation intermédiaire qui te permettra d'avoir le niveau suffisant pour intégrer le master. Ok, top, merci beaucoup. Et du coup, pour vous remercier d'être là, je vous propose de vous envoyer par email le e-book qu'on a rédigé l'année dernière sur Work in Australia. Ça regroupe toutes les infos et encore plus dans le détail sur la recherche d'un travail en Australie finalement. Il vaut 20 €, mais je vous l'offre volontiers. Voilà. Vous pouvez juste m'envoyer un petit mail et je vous l'enverrai sans problème. À toi. Allez, super. Alors, on va parler LinkedIn et marché du travail aussi. Donc, deuxième thématique aujourd'hui. Avant de commencer, voilà, pour vous parler aussi de LinkedIn d'une manière générale, c'est une habitude dans beaucoup de pays de checker votre profil LinkedIn. C'est ce qu'on appelle la e-réputation ou l'online réputation. Je pourrais faire des tonnes de cours là-dessus, mais comme on a peu de temps, je vais essayer d'être rapide aussi. En gros, soigner votre image, c'est hyper important, surtout si vous misez des postes après. On parlait des études pour continuer sur du bac+3, bac+5. Même principe qu'en France, un recruteur, il va taper votre nom et votre prénom sur Google et il va regarder comment vous apparaissez sur le net. Il y a des choses qui sont plutôt privées comme Facebook, Instagram. Instagram, ça dépend aussi si vous faites un Instagram, par exemple, sur les voyages, ou ça peut être aussi quelque chose de professionnel, mais paramétrer d'une manière générale vos comptes. Et LinkedIn qui va rester un profil public. Moi, je vous conseille vraiment de faire un LinkedIn public parce qu'on peut aussi le faire en privé. Mais le but, c'est d'avoir accès à un réseau que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, de communiquer de manière professionnelle sur vous. Et ça, c'est hyper important. LinkedIn, je vais vous montrer quelques astuces déjà sur le profil et aussi pour développer votre réseau quand on part de rien et quand on a peu ou pas d'expérience aussi. Donc, j'essaierai de vous montrer concrètement comment fonctionne l'outil. Et derrière tout ça, en fait, derrière le profil, on parle aussi beaucoup de personal branding. Le personal branding, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais c'est dessous, j'ai noté « Je suis une marque », c'est exactement ça. C'est vous dire aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous allez apporter de votre expérience en France? Comment vous allez la valoriser sur votre profil LinkedIn? Expliquer toutes vos expériences, vos projets extra-professionnels, vos centres d'intérêt, tout ce que vous avez fait en France, ça peut intéresser le recruteur. Et vous n'êtes pas sur LinkedIn sur un exercice de synthèse comme le CV, vous êtes vraiment sur montrer le maximum de choses possibles. On peut le créer en anglais, je vous montrerai de suite comment on peut le créer et ajouter une langue aussi. Et ça va permettre aussi aux recruteurs de vous rassurer, enfin en tout cas de se rassurer sur votre capacité à communiquer sur vous en anglais aussi concrètement. Parce que c'est vrai, quand on envoie un CV, on peut mettre anglais niveau advanced, mettre un niveau, ou le TOEIC d'ailleurs, si vous l'avez passé, ou une certification. Mais en plus, si vous n'avez pas encore de certification et si vous êtes en train de vous perfectionner en l'anglais, mettre déjà, je parle anglais, j'ai un profil en anglais sur LinkedIn, ça va vraiment donner envie qu'on vous contacte là-dessus. Je te laisse passer la slide, Manon. Ouais. Ah oui, du coup, c'est vrai que c'est moi qui gère. Ouais, juste pour la réputation, ça c'est le dernier chiffre que j'avais de Career Builder qui est à l'international, justement, qui disent que 70% des employeurs ils utilisent des réseaux sociaux juste pour regarder le profil des candidats. Et les recruteurs, c'est plus de 85%. Donc, c'est aujourd'hui juste impératif de travailler son image en ligne si vous voulez accéder à des fonctions voilà, un peu plus dans les fonctions cadres. En tout cas, c'est vraiment une habitude. On va forcément regarder. Moi, quand je recrutais là, des software engineers, principalement des Européens, j'allais systématiquement checker leur profil LinkedIn et je vais vous montrer ce que je regardais chez eux parce que des fois, ça m'a permis de les appeler alors qu'ils n'avaient pas forcément le top CV. Mais ils avaient valorisé beaucoup un profil super intéressant, c'était concret et ça m'a donné envie aussi d'en savoir un peu plus et de passer l'appel. Et quand on a un profil LinkedIn bien complet, on est aussi souvent appelé, notamment par des recruteurs australiens si on met la localisation en Australie. Je te laisse passer. Voilà, bon, ça j'en ai parlé, c'est je suis une marque, hein, c'est le personal branding, c'est se valoriser, c'est ce qu'on va voir sur le profil, je vais vous le montrer en démo directement. Alors, à votre avis, on trouve combien de membres justement dans le monde et combien en Australie? Est-ce que vous savez combien il y a de membres en Australie? Tu me l'as dit, mais moi j'ai oublié. Alors, si vous pouvez m'aider là dans l'audience. 1 million. 1 million? C'est ça? Ouais, 2? Ouais. Ok. Est-ce que vous savez combien alors, je ne sais même plus exactement combien il y a d'habitants en Australie, ça pourrait nous aider. Tu le sais, Manon? Je crois que c'est. Oui, Google le sait, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne sais plus si c'est pas 25, non? C'est ça ou je dis une bêtise? Je sais qu'il y a 5 millions d'habitants à Sydney. 25 millions, ouais. En 2020, il y avait 25 millions. Ouais. Ok. 2 Alors, millions, 10 ouais. millions. Je passe à 10 millions. Passe à 10 millions. Ok. Il Alors, y fait. je te laisse tourner la suite. Alors, attends. Hop. La réponse. T'as mis la réponse juste après? Ouais. Alors. Alors, il y a 700 millions de membres déjà dans le monde et il y en a 11 millions en Australie. Donc, je trouvais ça énorme en termes de volume. Claire? Alors, ça veut dire qu'il y a 11 millions de profils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs aussi, hein. Il suffit de créer ton profil pour être considéré comme membre de LinkedIn. On considère en général que d'ailleurs, c'est une moyenne qui marche un peu sur tous les pays, à peu près 50% de profils actifs sur LinkedIn. Mais déjà, s'il y a 11 millions et qu'il y en a 7 millions et qu'il y a 25 millions d'habitants, tu vois le potentiel que ça peut avoir sur LinkedIn et le réseau. Donc ça, c'est hyper important de se dire qu'il y a énormément de gens et que c'est une vraie habitude des recruteurs en Australie d'être aussi sur LinkedIn. Et en France, pour info, il y en a 22 millions, donc c'est pas mal. J'ai mis ici la moyenne d'âge des personnes sur LinkedIn. Pareil, si vous êtes jeune et que vous commencez votre carrière, 18-24 ans, vous voyez que vous avez accès quand même à un réseau important. Il y a 58% qui sont entre 25 et 34 ans. Et puis, même 21%, c'est quand même assez important qui ont plus de 35 ans. Et quand on cible des gens qui ont entre 25 et 35 ans, on cible aussi des personnes qui commencent en Australie à être décisionnaires sur des postes, à être là dans une entreprise depuis 5-10 ans, donc du coup être responsable, manager direct, pas que les recruteurs directs, parce que comme en France, tu as les chargés de recrutement qui recrutent directement, et puis en Australie, tu peux aussi avoir les responsables des postes directement. Et donc ça, c'est un réseau où quand on arrive dans un pays, on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer au premier abord. Des fois, on peut côtoyer que des étudiants si on est dans une école et avoir du mal à pousser son réseau là-dessus. Donc voilà pourquoi aussi c'est intéressant de se mettre sur ce réseau en Australie.
Je te laisse pour la suite. Ouais, je vous laisserai ça aussi. J'ai trouvé le Top Voice Australia. Chaque année, en fait, et d'ailleurs, il existe dans tous les pays. LinkedIn, il diffuse les top compagnies sur lesquelles il faut travailler parce qu'il y a énorme, enfin, en termes de chiffre d'affaires, de marque employeur, voilà, en termes de salariés aussi. Donc là, il y a le Top Voice qui est sorti où tu peux développer ta carrière en Australie et ça t'explique pas mal ça te donne pas mal d'infos, donc je vous le diffuserai pour que vous ayez toutes ces entreprises. Je l'ai lu d'ailleurs, tu me l'avais envoyé un peu Ouais. en avant-première et franchement, il est top cet article. Il regroupe vraiment des infos super intéressantes. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait envoyer son CV et postuler pour rejoindre ces grosses structures. Donc, Ouais. lisez-le. Ouais, ouais, carrément. Alors, je passe à la démo. Du coup, je vais partager mon écran avec vous et on va parler justement profil. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment on peut développer son profil et je vous montrerai quelques techniques réseau aussi. Est-ce que tu as besoin que je retire? Ah bah non, c'est bon, je pense que Non, ça va. c'est bon, je peux partager. Vous allez me dire si. Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon profil? Moi, je le vois. Yes. Top. Oui. Alors, je suis sur mon LinkedIn, évidemment. Pour vous montrer, je vais partir du mien. Ce qui est important, c'est que peut-être vous l'avez tous créé aujourd'hui en français. Évidemment, c'est impératif d'avoir les deux langues et les deux éclairages, français et anglais. Vous pouvez tout simplement, en allant sur votre profil, ajouter une autre langue. Ne faites pas surtout un français-anglais. Des fois, je vois des profils où ils commencent à écrire en français, au milieu, c'est en anglais, ou le titre est juste en anglais, puis à l'intérieur, c'est en français. Si vous le faites en français, faites-le en français en entier et prenez le temps d'ajouter une autre langue et de le faire en anglais. À chaque fois que vous allez du coup compléter des rubriques, il va vous écrire, par exemple, si je descends dans mon profil et que je prends mon expérience ici et que je veux la modifier, il va m'écrire ce que j'ai écrit dessous en français, il va me proposer de l'écrire moi, il ne traduit pas, de l'écrire en anglais. Je vais vous montrer plein de détails là-dessus sur l'expérience après. Un profil, c'est aussi une vitrine, hein. C'est comme si vous décidez de rentrer dans un magasin, si la vitrine elle n'est pas attractive, que c'est désordonné, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'y rentrer, c'est exactement pareil sur LinkedIn, sur votre profil en anglais. C'est que le recruteur, il va voir des choses sur vous qu'il n'a peut-être pas vues sur son CV, sur votre CV, et il va surtout avoir envie de décrocher son téléphone, son appel en fonction de ce que vous allez chercher. C'est hyper important de définir aussi votre stratégie sur LinkedIn. Si vous cherchez, on a parlé qu'il y avait plein de... Manon, elle a bien expliqué les différents visas qu'on pouvait faire et on peut rentrer sur des jobs saisonniers aussi ou sur des fermes ou travailler dans la restauration. Vous n'aurez pas forcément besoin de faire un profil LinkedIn sur ces postes-là. Il y a plein d'autres manières de trouver du travail qui marchent aussi très bien. Mais vous pouvez aussi créer un autre profil LinkedIn qui valorise aussi tout ce que vous avez fait en France en termes de compétences pour vous permettre de trouver un travail dans votre domaine de départ en vous laissant un peu de temps, le temps d'arriver. Donc, faites-le avec cet objectif-là. Ça veut dire qu'il faut tout travailler sur LinkedIn et il y a pas mal de mots-clés aussi sur l'algorithme LinkedIn qui vont vous permettre d'être en haut des moteurs de recherche des recruteurs. L'algorithme, il prend en compte le titre ici que vous mettez. Il prend en compte l'info. L'info, c'est la partie about. C'est la partie qui vous êtes, votre pitch de présentation. Et il prend en compte aussi pas mal la partie skills ici. On peut mettre des compétences sur LinkedIn, on peut en mettre jusqu'à 50. Plus vous mettez des compétences en lien avec ce que vous allez rechercher, vous pouvez en mettre en anglais notamment, plus vous allez apparaître dans les moteurs de recherche par rapport à ce que vous recherchez. Si vous êtes censé sur LinkedIn contacter pour des postes qui ne vous intéressent pas, c'est que des fois, vous avez mal fait votre profil, en tout cas mal mis des mots-clés ou que les mots-clés que vous mettez ne sont pas en lien avec ce que vous recherchez. Donc, c'est hyper important d'avoir aussi cette notion-là. Vous voyez, moi, j'ai mis pas mal de mots parce que j'ai envie d'apparaître par rapport à ce que je fais sur des notions de personal branding, ce qu'on parle aujourd'hui. Je travaille beaucoup aussi avec des écoles, avec du coaching, des ingénieurs. Donc, j'ai mis plein de mots-clés pour augmenter ma visibilité. On peut essayer d'éviter de mettre aussi que student, parce que student, c'est juste un statut. C'est comme quand on dit stagiaire, alternant, étudiant.
c'est pas ce que vous voulez faire. C'est le projet visé, le titre. C'est là où vous voulez aller, ce que vous avez envie de faire. Et vous pouvez essayer d'écrire une histoire, en fait, prochainement en Australie. Essayez voilà, de mettre quelque chose d'attractif. Moi, j'ai choisi de faire une présentation avec des émoticônes parce que je m'adresse à un public plutôt jeune, mais ça dépend aussi des métiers que vous faites. Les émoticônes, ça ne marche pas forcément selon tous les métiers. Si vous êtes plus à vouloir trouver dans des fonctions un peu plus standards ou des banques ou des grandes institutions, il faut peut-être rester un peu plus sobre sur la présentation et surtout qu'il y ait sur votre profil la même ligne de conduite partout. Ici, voilà, ça c'est hyper important et c'est souvent oublié. Il faut écrire un pitch sur son histoire aussi. Qu'est-ce que vous avez fait en France? Qu'est-ce qui a été important pour vous? Et pourquoi vous décidez d'aller, c'est quoi ce nouveau challenge en Australie que vous fixez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous pouvez ouvrir la conversation aussi. On n'est pas forcément à dire je cherche un emploi, mais plutôt à dire sur quoi vous êtes intéressé. LinkedIn, c'est ça aussi au départ. Si vous arrivez en front et que vous envoyez votre CV en privé à tous les recruteurs d'Australie sur LinkedIn, vous allez avoir très très peu de retours. Par contre, si vous réseautez, c'est-à-dire si vous envoyez des messages pour connaître ce que font les personnes là-bas et s'intéresser à ce qu'ils font, là, vous faites du réseau efficace. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus efficace et ça permet aussi de concrètement peaufiner votre profil. Donc, sur la partie About, vous pouvez très bien expliquer quel est votre projet en Australie, vers quel métier vous aimeriez travailler et que vous vous rendez disponible pour échanger avec des personnes qui sont là avec vous. Voilà. On peut rester très simple ou on peut rester un peu plus long. Moi, ma présentation, d'ailleurs, en français, elle n'est pas la même sur mon profil français que sur mon profil anglais. En français, j'ai des liens vers les entreprises en français et j'explique pas forcément le contexte international. En anglais, j'ai un peu plus mis dans mes expériences que j'avais pu faire qui pouvaient être en lien avec l'international. Et j'ai mis des liens aussi, puisqu'on peut mettre pas mal de liens sur LinkedIn, vers les sites à l'international. Donc ça permet d'avoir aussi une autre vue d'ensemble. C'est vrai que des fois, nos entreprises dans lesquelles on a travaillé, elles ne sont pas forcément connues en Australie et vous ne pouvez pas le mettre sur votre CV. Donc, mettez des liens dans l'expérience sur les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Et si possible, si le site est traduit en anglais, il y a pas mal de sites qui sont traduits quand même en anglais. Le lien en anglais, ça permettra aux personnes qui voient votre profil d'avoir vraiment une visibilité des environnements de travail que vous avez eus. J'ai des questions pour toi. Oui, dis-moi. Alors, on a Karim qui demande, je pense que c'était du coup par rapport à ta bio. Alors, il a mis privilégier les mots-clés dans notre domaine d'activité, c'est le plus important selon toi? Oui, pour apparaître dans les moteurs de recherche, effectivement, c'est le plus important en lien avec ton métier ou ce que tu veux faire plus tard. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as fait, je ne sais pas si vous avez fait 5 ans de marketing et vous ne voulez plus travailler dans le marketing, bon, ça va être compliqué du coup d'avoir une réorientation professionnelle en Australie, mais c'est vraiment les mots-clés sur lesquels vous avez envie de travailler. Ou si vous avez, ce n'est pas forcément les domaines dans lesquels vous êtes expert aussi, ça peut être, j'ai fait du marketing et de la communication, j'ai un peu moins fait de communication, mais aujourd'hui je vais faire que de la communication. Ben, évidemment, dans votre titre, il faut qu'il y ait le mot communication pour sortir dans les moteurs de recherche et puis on vous posera après des questions. Le but aussi, c'est d'avoir des échanges avec des personnes, donc il faut que vous ayez vraiment marqueté sur le titre. Ouais. Alors, si on a un mauvais niveau d'anglais, est-il tout de même intéressant de faire un profil en anglais? Ouais, je pense que en fait, c'est aussi se forcer. Et c'est un démarrage, on disait tout à l'heure, maintenant on en parlait sur les cours d'anglais, ça aide. Moi, je l'ai fait en même temps que j'ai commencé mes cours d'anglais et franchement, je l'ai perfectionné au fil de l'eau parce qu'au début, il n'était pas parfait, mon profil en anglais. Je me suis fait aider, je me suis fait relire. Mais déjà, ça m'a aidé à progresser en anglais, à commencer à chercher un travail en anglais. Ça aide à structurer ses idées aussi de ce qu'on va rechercher. Et on ne peut pas être crédible pour parler à des personnes. Même des Français qui sont là-bas et qui sont depuis longtemps en Australie, si vous voulez des réponses, si vous voulez qu'ils vous aident vraiment, ils ont besoin aussi de savoir que vous allez pouvoir vous adresser un minimum à quelqu'un en Australie. Et déjà, ça force aussi à le faire en anglais et à montrer un niveau. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui font des profils en anglais qui ne sont pas encore courants. Ça veut pas dire ça signifie pas, c'est pas une évaluation de votre niveau comme un TOEIC. Mais ça montre aussi c'est toute une question de personnalité en fait. Ça montre votre savoir-être et ça montre que vous avez envie de réussir et que voilà, vous êtes capable avec du temps de communiquer. J'ai une question qui me fait rire. Ouais. Sybille, je vois souvent des gens je me suis posé la même question, Sybille, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Je vois souvent des gens qui publient et qui ont plus de 3000 likes.
Moi, quand je Ouais. poste, je n'ai qu'une dizaine de likes. Pourquoi? Comment faire? Quel est le secret? Ouais, on va parler après le but sur LinkedIn, c'est pas tous d'être influenceurs et c'est pas, moi j'ai pas 3 000 likes, mais quand j'ai besoin d'une info, j'ai les réponses que je veux. Ça dépend ce que vous cherchez sur LinkedIn. LinkedIn, ça met du temps. À construire un réseau, ça se fait pas en une étape. Moi, j'ai commencé LinkedIn quand je commençais le recrutement, c'était il y a plus de 10 ans. Et à chaque fois que j'ajoute des personnes, que je vois des personnes, je les ajoute, je les invite à m'ajouter et ça se construit petit à petit. Plus vous ajoutez du réseau et plus vous êtes influent aussi. Et donc, plus quand vous postez, les personnes voient votre post ici. Il y a une notion de SSI sur LinkedIn, mais voilà, on n'aura pas forcément le temps d'aller sur tous les détails LinkedIn. Mais pour monter en visibilité, il faut envoyer des messages, ajouter des personnes, répondre à des messages en privé, commencer à liker, commenter les articles. Tout ça, ça va permettre d'augmenter petit à petit votre visibilité. Ça va faire que derrière, quand on va partager des articles, on va être plus crédible et on va augmenter sa visibilité globale. Donc voilà, ça met du temps, mais c'est normal de commencer à 10 et c'est pas choquant quand on cherche un travail. D'ailleurs, l'activité, je sais pas si vous voyez, mais elle est publique. Mmh. Partout d'ailleurs, sur tous les profils. Ah oui? Moi, ça me permet ouais, donc ça veut dire que si je vais chercher une info, Manon, je prends ton profil. Évidemment, nous, on est en contact avec Manon, mais si on n'est même pas en contact, je peux voir. Les profils sont souvent publics sur LinkedIn, donc je peux voir tout ce que Manon like, aime, tout ce qu'elle commente aussi. Et ça, dans les recruteurs, c'est hyper important. On n'est pas sur Facebook où ça peut rester du domaine privé. Si vous likez, aimez des articles, faites attention à ce que vous likez. Il y a des sujets des fois un peu touchy de politique ou voilà, essayez de montrer quelque chose de professionnel. Donc, regardez, faites bien attention à ce que vous commentez, likez, puisque on peut le voir et ça peut avoir aussi une image. Tout à l'heure, je parlais de e-réputation. Ça peut être en positif, mais aussi comme en négatif, hein, la e-réputation. Donc, faites attention à ça, puisque tout est public sur LinkedIn. Est-ce que tu peux peut-être, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais Ouais, je trouvais que cette histoire, elle était sympa. Expliquer, en fait, quand tu es arrivée en Australie, que tu avais, envoyé un message pour proposer d'aller boire un café et ouais, que là, c'est comme ça que tu ouais, avais j'allais en parler. Tu vas en J'allais parler en juste parler, après? ouais. Ouais, OK. je continue juste sur le profil. Alors, moi, je vous conseille de mettre plein d'infos, de prendre le temps, mais de mettre vos entreprises. On peut mettre vos écoles aussi sur LinkedIn, sur le profil, et ça, c'est super important. Vous pouvez mettre tout ce que vous avez fait, les matières que vous avez étudiées. Les recruteurs en Australie, ils ne connaissent pas les matières d'une université ou une licence. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ont besoin de savoir. Sur un CV, vous n'avez pas de place. Sur la partie éducation ici, mettez ce que vous avez fait, tous les postes qui pourraient valoriser votre parcours. On peut avoir aussi des recommandations. C'est pas mal d'essayer d'en avoir en anglais si vous avez du réseau en anglais. Sinon, essayez d'en avoir aussi quand même en français. On sait que les Australiens, ils sont quand même assez friands de références et ils vous Ouais. demandent des fois des références professionnelles. Je ne sais pas si tu as eu aussi ce Ah. ressenti, toi, Manon. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, donc voilà, quand on a des références sur LinkedIn, ça rassure aussi un recruteur de voir aussi que vous êtes recommandé par des personnes. Et même les intérêts, vous voyez, on peut voir dans un profil tout ce que vous suivez, tout ce que vous aimez. Donc en gros, c'est travailler vraiment votre personal branding, votre visibilité, avec des mots-clés aussi, et donner un état. Alors quand on n'a pas d'expérience, on peut rajouter plein de choses sur LinkedIn. On peut rajouter des projets, on peut rajouter... je vais vous montrer ici juste. On n'est pas obligé de mettre l'expérience sur LinkedIn. À chaque fois que vous descendez, ce que vous pouvez rajouter aussi qui est pas mal, c'est tous les projets scolaires, les stages que vous avez faits. Si vous avez été dans des associations, mettez-le aussi. C'est hyper valorisant de mettre l'esprit associatif. Dites-vous qu'un recruteur à l'international, en Australie, il a sûrement les compétences, il a sûrement le choix de prendre déjà des Australiens. Donc, s'il va chercher un Français, c'est parce que c'est vous, c'est parce que c'est votre personnalité, donc c'est parce que tout ce que vous avez fait en dehors. Donc tout ça, il faut le valoriser et ça peut prendre vraiment du temps de faire un profil. Mais voilà, prenez le temps de mettre le plus de compléments et vous allez vraiment attirer des recruteurs. Et effectivement, comme tu me parlais du réseau, la deuxième chose, c'est une fois qu'on a fait son profil, comment on fait pour trouver des personnes ou du réseau. Et ça, c'est la deuxième étape que vous pouvez faire. Il y a plein de stratégies, mais je vous en montre
deux qui me semblent ciblées. La première, c'est de faire ce qu'on appelle des recherches booléennes. Ah, les fameuses. Les fameuses recherches booléennes. Pour apparaître pour rechercher des personnes qui peuvent vous intéresser. Alors, il y a des mots-clés en fait. Et le but, c'est d'écrire des mots-clés et de mettre des and ou des or. And et or, ça permet en fait à l'algorithme LinkedIn de vous trouver des personnes avec ces mots. Et on peut jouer avec l'algorithme sur plein de façons différentes. Donc, j'ai essayé de faire quelques algorithmes là tout à l'heure. Donc, j'ai tapé recruitment and Sydney and marketing, par exemple. Et on pourrait faire recruitment or recruiter. On pourrait essayer plein de mots-clés. Et là, je vais trouver ici, vous voyez, il me propose des personnes en premier lieu. Et je vais pouvoir trouver des personnes qui travaillent dans le recrutement et sûrement qui ont soit une formation, évidemment, marketing, soit qui cherchent des personnes ou qui recrutent en marketing. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'avoir ce type de contact et on peut l'essayer sur plein de mots-clés et plein de l'algorithme marche qu'avec des mots-clés. Plus vous mettez des end, évidemment, et moins vous avez de personnes. Donc, des fois, il faut mieux partir. Faites une recherche avec beaucoup de end. Si vous n'avez personne, enlevez des mots-clés et essayez petit à petit. Le but de LinkedIn, c'est un peu jouer avec les mots pour trouver ces personnes-là. Vous voyez, j'ai plein de personnes qui apparaissent ici. D'ailleurs, on voit le petit in, c'est qu'elles ont pris Premium. Premium, c'est payant sur LinkedIn et c'est assez cher. C'est pas obligatoire. Tout ce que je vous montre, c'est en gratuit. Moi, ce que je vous conseille, c'est par contre, vous avez un mois gratuit sur LinkedIn. Vous pouvez le tester une fois que vous avez fait votre profil en anglais et que vous êtes prêt à parler à des personnes et à réseauter en anglais. Ça peut être sympa de prendre le mois gratuit parce que le mois gratuit, ce qui est pas mal, c'est qu'il vous permet d'échanger avec des personnes de niveau 2 et 3. Donc, des personnes que vous n'avez pas dans vos contacts. Le niveau 1, c'est vos contacts directs, c'est les personnes que vous avez ajoutées, qui vous ont accepté. Le niveau 2 et 3, c'est soit vous avez une personne en commun, un minima, soit une voire plus. Et le niveau 3, c'est le maximum, c'est-à-dire qu'on a au moins 2 personnes entre nous en commun. Donc voilà, ça permet, plus on ajoute des personnes aussi, et plus on a du niveau 3 qui passe en niveau 2 et du niveau 2 qui passe en niveau 1. Et du coup, vous voyez beaucoup plus de profils. Donc vous voyez là, moi dans le marketing, je ne recherche pas, mais du coup, j'ai beaucoup de personnes nouvelles pour moi en niveau 3, voire plus. Et qui ont souvent l'accès premium parce que c'est des recruteurs. Déjà, on peut aller voir les profils, ça permet de se donner une idée, qu'est-ce qu'ils font dans cette boîte. Ils ont fait quoi comme parcours en Australie. Voilà, donc on peut chercher pas mal de personnes comme ça et commencer à ajouter. Pareil sur LinkedIn, il y a 2 options. Soit vous ajoutez la personne et vous attendez qu'elle soit dans votre network pour lui envoyer un message. Soit vous prenez Premium et là, moi, avec Premium, je peux lui adresser un message même si elle est en niveau 3. C'est cher, Premium? Ouais, c'est pas donné. Je crois que c'est plus de 50 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, quand on est en recherche, ça peut être une bonne idée, mais bon, on peut toujours ajouter des personnes ici. Quand on se connecte et qu'on ajoute une personne, on peut ajouter une petite note. Donc, oui, tu peux ajouter, tu vois, mettre un petit mot en disant, voilà, par contre, mettez un petit mot personnalisé. Si vous ajoutez tout le monde et que vous balancez juste des ajouts, vous n'aurez jamais de réponse aussi. Donc, c'est bien de professionnaliser aussi et de mettre quelque chose que vous avez en commun avec la personne ou dire, ben voilà, tout simplement, vous intéressez au marché l'Australie, vous venez d'arriver, vous serez ravi de compter la personne parmi vos contacts. Sans envoyer son CV, sans juste dire, voilà, vous avez envie qu'elle fasse partie de votre réseau. Et une fois qu'elle vous ajoute, vous pourrez lui envoyer des messages en illimité, puisque là, vous n'avez pas besoin de premium pour ça. Justement, j'ai appliqué les recherches booléennes la semaine dernière j'avais tapé Australie and Montpellier. Ouais. Parce que j'aimerais déménager sur Montpellier. Et donc, je me suis dit, ce serait cool de rencontrer des gens à Montpellier quand je vais partir qui ont été en Australie. Et donc, voilà, donc je suis tombée sur ces profils-là. Certaines personnes, en fait, pratiquement toutes les personnes, je leur ai envoyé un petit message en expliquant le projet, en disant, voilà, je connais pas encore Montpellier, mais j'ai vu que vous êtes allé en Australie. Ce serait sympa qu'on
qu'on en discute autour d'un verre. Et puis, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont répondu et qui m'ont dit, bah, carrément, quand tu es là, tu nous fais signe, etc. Donc, c'est sympa enfin voilà, c'est vraiment une bonne technique pour développer son réseau et je ne Ouais, connaissais pas. ouais. Alors bon, déjà, ça fait je suis désolée, les amis, on a grave dépassé. On va essayer d'accélérer. Je prends juste quelques questions rapidement. Ouais, je te montre juste le truc aussi quand je suis arrivée en Australie, ce que je te disais par école aussi. Si certains ont fait des écoles, notamment des écoles de commerce ou des universités où il y a beaucoup de monde, souvent il y a une page école Ah oui, que je trouve sympa aussi. Tout le monde a une page école. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait en ayant travaillé quand je suis arrivée en Australie. J'ai regardé qui travaillait. En fait, j'ai tapé l'école dans laquelle je travaillais avant et j'ai regardé sur l'école, j'ai regardé les alumni. Ici, à chaque école, quasiment toutes ont une page. Et vous pouvez aller voir qui vit en Australie et qui a fait cette école-là. Et c'est un super démarrage pour trouver des contacts. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de points communs avec les personnes, bah souvent, vous êtes un peu bloqué parce que sans points communs, vous allez forcément moins de retours. Et encore, j'ai envie de vous dire, osez quoi. Parce que finalement, on peut contacter n'importe qui du moment où on a un message ciblé professionnel. Pourquoi pas quoi. Vous fermez pas non plus les portes. Mais c'est plus facile quand on trouve des contacts. Moi, j'avais fait comme ça et j'avais regardé qui vivait en Australie. Enfin, qui vivait en Australie ici, j'avais refiltré. Et qui vivait en plus à Sydney et qui avait fait mon école. Et qui travaillait dans le recrutement, dans le même domaine que moi et qui vivait à Sydney, pourquoi pas rêver, j'en avais trouvé 3 et je leur ai proposé d'aller boire des cafés. Effectivement, j'ai eu des retours parce que ça marche super bien en fait. Et en fait, oui, les gens, et j'ai rencontré en plus des personnes qui étaient là-bas depuis, une qui était là-bas depuis plus de 10 ans. Voilà, donc ça m'a donné plein d'infos, quoi. Enfin, quand vous avez des personnes qui sont installées, qui ont fait tout un parcours, plein de visas, qui ont plein de conseils à vous donner, qui sont hyper bienveillants. Enfin, la communauté, elle marche et je suis sûre que vous, si vous êtes un jour en Australie à l'autre bout du monde et qu'il y a quelqu'un de votre école qui vous retrouve et qui a envie juste de partager un moment, une expérience avec vous autour d'un café, vous lui direz oui aussi. Donc voilà, plus on trouve des points communs, mieux c'est aussi sur LinkedIn. tout à fait. Juste par rapport à la recherche booléenne, avec un profil en français, est-ce que les personnes peuvent écrire et ou est-ce qu'il faut que ce soit and or? C'est toujours and or. Ok, merci. Ouais. Ça marche. Je reviens sur le diapo. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, j'ai essayé de vous montrer un max de choses. Moi, je propose aussi du coaching personnalisé sur CV, sur LinkedIn, sur le personal branding aussi. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé aussi mes coordonnées sur le slide. Attends, j'essaye de Alors, remettre justement, mais alors, ouais, si tac, tu peux le repartager pour qu'on puisse terminer. ouais. Oui, je vous invite à tous qu'on puisse s'ajouter. N'hésitez pas à m'ajouter et avec plaisir. Moi, je reste en contact avec vous et sur le chat LinkedIn, on peut aussi échanger. Alors, est-ce que qu'est-ce que vous voyez? On voit ton bureau. Et là, vous Ouais, voyez top. Ok, ça marche. Bon, voilà, Ah c'est oui, ça que je. juste avant, je crois que le slide d'avant, j'ai mis aussi quelque chose qu'on vous partagera aussi. Ah, Il y a aussi des groupes sur LinkedIn qui sont influents, plus ou moins influents, oui. ça dépend, mais j'en ai trouvé pas mal sur l'Australie. Donc, il y a les French Speakers Working in Australia. Il y a un groupe il y a l'Alliance française de Sydney. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. Je ne sais pas, Manon, si tu avais participé à ça, mais ils font notamment des after-work sur Sydney une fois par mois et ça permet de réseauter une fois que tu es sur place. Mais du coup, il y a déjà des infos dessus. Et après, j'ai trouvé pas mal de groupes privés, Engineer Australia, donc tous les ingénieurs qui vivent en Australie. Donc, ce n'est pas un groupe français, mais c'est top pour aussi se familiariser. Il y a Businesswoman Australia aussi, où il y a pas mal de membres. Après, regardez pas aussi que par rapport aux membres. Il y a des groupes qui se sont créés récemment et qui sont hyper actifs parce qu'il y a des leaders dedans et qui mettent de l'info. Donc, je vous conseille de rentrer dans tous les groupes que vous voyez. Et puis après de regarder si ça marche ou pas. Les groupes privés, c'est une mine d'or d'informations. C'est là où les gens échangent le plus de business. Parce que des fois, ils n'ont pas envie de payer une annonce d'offre d'emploi sur la partie off de LinkedIn, qui coûte d'ailleurs pas mal d'argent. Et du coup, ils préfèrent échanger sur du marché caché. Donc, du coup, ils vont dans ces groupes. Donc, regardez en tapant groupe.
Et en tapant des mots-clés, pareil, il y a Business France aussi qui est pas mal, ceux qui cherchent des VIE, qui est bien et qui explique pas mal, donc qui existe, pas spécialisé Australie, mais vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus. J'ai trouvé Australia Human Resources and Recruitment, Engineer Australia, voilà, donc Australia Business and Professional Network, celui-là, il avait 53 000 membres, donc ça peut être pas mal de rentrer dans ce type de groupe et d'essayer de poster le jour où vous êtes prêt dans votre démarche d'emploi, un petit post comme quoi vous recherchez dans votre domaine qui peut vous aider. Et une fois que vous avez mis la localisation aussi, que vous êtes en Australie, vous aurez forcément plus d'appels. Moi, je sais que quand j'avais mis que j'habitais sur Sydney, j'avais des recruteurs australiens qui venaient régulièrement m'appeler, du coup, pour échanger avec moi ou pour me proposer des jobs. Alors que maintenant que je suis en France et que j'ai remis Montpellier, ben, forcément, ils sont un peu friands, je pense, à t'appeler d'Australie où ils ne voient pas trop le rapport. Donc, vous pouvez, vous, essayer de... Si vous êtes sûr de partir, peut-être un mois avant de partir, ça peut être l'occasion de mettre déjà la localisation et puis après, vous expliquer au téléphone, évidemment, que vous allez arriver. Mais pour avoir des appels, il faut être... c'est plus facile quand on est sur place. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on était franchement trop contentes de pouvoir animer cette masterclass ce soir. C'est vraiment un truc dont on a parlé depuis des mois ou des semaines et on le prépare et on fait des rendez-vous et on refaisait des rendez-vous et on voulait vraiment que ce soit cool. Donc, j'espère que ça vous a plu.